Bonsoir à tous, ça y est, on est en direct. Alors, bonsoir Eric, bonsoir Josette, bonsoir Emmanuel et bonsoir Stéphane et vous tous. Donc ce soir, on a le plaisir d'accueillir à nouveau, oui, bonjour Emmanuel, on a le plaisir d'accueillir à nouveau Eric Gandon, qui est déjà venu plusieurs fois sur la chaîne, qui est naturopathe et qui accompagne lors de séminaires de jeunes et de développement personnel. Donc Eric, tu vas nous parler du jeûne et de l'équilibre alimentaire et vous êtes aussi tous les trois là pour témoigner. Pour toi, Josette, c'est la fibromyalgie. Enfin, tout le monde va parler, va témoigner et vous pourrez leur poser des questions. Et Eric, je te propose, pour ceux qui te connaissent pas encore, de te présenter si tu veux bien. D'accord, merci. Merci Gwen, merci à nos témoins, donc Josette, Emmanuel, qui ont le courage, qui ont eu le courage de jeûner, courage de changer leur alimentation et le courage de venir témoigner. Ça, c'est trois fois merci pour ce qu'ils font ici. Euh, Moi, je suis Eric Gandon, je suis naturopathe, j'organise des séminaires de jeûne. Moi, je me suis soigné moi-même, mais bon, j'en ai déjà parlé avec la naturopathie et le jeûne, donc je me suis soigné pour l'allergie. Et là, pour montrer, on a déjà fait d'autres témoignages, mais aussi pour montrer que je ne suis pas un cas unique. Il y a beaucoup de personnes qui se soignent avec le jeûne et l'alimentation. Et là, on a trois personnes, dont une s'est soignée de la fibromyalgie. La fibromyalgie, c'est une maladie très handicapante, où on a des douleurs en permanence. On n'arrive même plus à dormir tellement on a de douleurs. Une autre personne, donc Emmanuel, qui s'est soigné de gastrite et d'œdème. Et Stéphane, qui lui s'est soigné de l'hypertension. Hein, parenthèse, l'hypertension, on a 150 000 personnes qui meurent chaque jour de problèmes du cœur, donc de maladies cardiovasculaires. Pas par jour, excusez-moi, par an. 150 000 personnes qui meurent par an. Donc ça fait quand même 400 personnes qui meurent chaque jour de maladies cardiovasculaires. Et c'est une des principales causes de mortalité en France. Et donc, avec le jeûne et le réglage alimentaire, on peut soigner ça. Voilà. Je ne sais pas si je dois aller plus loin maintenant ou chacun doit se présenter, puis on reviendra sur. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est que tu nous en dises un petit peu plus, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impatientes d'en connaître un petit peu plus sur le jeûne, sur l'équilibre alimentaire. Et, Ouais. euh, et on pourra prendre des témoignages et des questions ensuite, si tu veux bien. Voilà, le jeûne, c'est très simple, hein. Le jeûne, c'est un reset, hein. C'est un reset, détoxination, on se nettoie. C'est également des prises de conscience, hein, parce que là, en ce moment, j'ai un groupe et on voit bien que les gens, au fur et à mesure du jeûne, prennent conscience de leur dette alimentaire, de leur dépendance alimentaire, parce que quand on jeûne à l'eau, donc on boit que de l'eau. Donc là, on est confronté totalement on a rien pour compenser. Souvent, quand on fume, on arrête de fumer, on va compenser avec la nourriture. Ou alors, quand on mange de trop, on va compenser avec la cigarette ou autre chose. C'est-à-dire, ou alors, on va compenser avec un excès de café. Mais là, quand on jeûne, il n'y a plus que de l'eau. Donc, on est face à nos dépendances. Et donc, c'est intéressant justement pour travailler les dépendances. Et voilà, donc le jeûne va permettre de faire un nettoyage de fond pour apporter à la santé. Et derrière, et c'est ça qui est intéressant, parce que le jeûne, forcément, ça va soigner, du moins la plupart des maladies vont se soigner avec le jeûne, mais derrière, elles vont vite se réinstaller. Il n'y a pas un changement alimentaire. Donc le jeûne va aider pour une prise de conscience, pour un enseignement, parce que durant le jeûne, on va aussi essayer d'apporter un enseignement sur l'alimentation. Et après le jeûne, il faut mettre en place cette alimentation, hein. L'alimentation, elle va varier d'une personne à l'autre, mais en gros, c'est surtout avoir une alimentation équilibrée. En fait, ce qui abîme le plus la santé aujourd'hui, c'est le tabac, l'alcool, donc l'alcool, y compris le vin, et ensuite, c'est la suralimentation. La suralimentation qui va arriver soit parce qu'on mange de trop, et on mange trop souvent, et qu'on ne se dépense pas assez par rapport à ce qu'on mange, soit on grignote, hein, on mange entre les repas, c'est assez terrible le grignotage.
Donc, donc derrière le jeûne, il va falloir pouvoir mettre une discipline. Alors, j'aime pas trop le mot discipline, mais voilà, un nouveau style de vie au niveau de l'alimentation pour être en santé. Voilà, pour garder la santé obtenue avec le jeûne. D'accord, merci Eric. Je pense que tu auras des questions après. Ouais, Les j'espère, auditeurs ouais. vont te poser des questions. Il y en a déjà quelques-unes. Alors, Josette, est-ce que tu veux nous parler, témoigner pour la fibromyalgie? Bien sûr, donc bonsoir à vous tous. Moi, donc j'ai 47 ans et j'ai été décelée fibromyalgique en 2004. Donc en 2004, j'ai commencé par aller voir tout un tas de médecins et personne n'arrivait à mettre un mot sur mes douleurs. En fait, du psychologique, c'était de la dépression, enfin bon, j'en passais des meilleurs. Tous les fibromyalgiques savent de quoi je parle. Et il a fallu que j'arrive face à un docteur en Bretagne. Et là, ce monsieur a mis ce mot fibromyalgie. Donc, avec les mots qui allaient avec, et tout en me disant que il n'y avait pas forcément de médicaments pour soigner ce genre de maladie. Donc voilà, j'ai commencé par la sophrologie. Donc il fallait déjà apprendre à connaître son corps et apprendre à connaître ses mots. Donc j'ai commencé par ça. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai vu beaucoup de thérapeutes de médecine parallèle parce que j'avais compris au fait que la médecine générale pouvait pas grand-chose à ce genre de maladie. Après avoir essayé tout un tas de procédés médicamenteux, je savais qu'il n'y avait rien qui fonctionnait. Donc j'ai commencé donc toutes les médecines parallèles. On pourra en reparler tout à l'heure si éventuellement certaines personnes veulent savoir quoi. Et puis de fil en aiguille, au fil des années, quand même, ça a demandé des années, cette fibromyalgie commençait à diminuer un petit peu. Les douleurs, je commençais soit à faire avec, ou j'avais quand même réglé certaines choses. Et le lâcher prise et lâcher le mental aide beaucoup dans ce genre de maladie. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivée en décembre l'année dernière, hein, où j'ai entendu parler donc du jeûne. Et je disais toujours qu'il me manquait une clé pour finir de guérir de cette fibromyalgie. Et donc j'ai appelé Eric par l'intermédiaire d'Hervé, que l'on connaît. Et donc j'ai discuté beaucoup par téléphone donc, avec Eric. Et finalement, je me suis inscrite au jeûne en février 2016. Donc j'ai fait mon jeûne d'une semaine en 2016, février. Voilà. Ah, pardon, j'ai le micro coupé. D'accord, merci beaucoup Josette pour ton témoignage. Est-ce que Eric, tu veux ajouter quelque chose ou... Oui, donc Josette, et aujourd'hui, tu es guérie, tu te sens comment? Aujourd'hui, donc depuis février, où j'ai fait ma semaine de jeûne, Mhm. on est arrivé au mercredi, voire le jeudi, où on me dit, voilà, ben, je pense que on va voir à la fin de semaine, mais je pense que tu es guérie de cette fibromyalgie. Et en effet, depuis février, je n'ai eu aucune douleur et aucune crise. Voilà. Donc moi, Donc, j'ai, j'ai gagné mon combat. c'est Wow. génial. Donc, en fait, la fibromyalgie, elle s'explique très bien par la toxie, hein. Ce sont des toxines que le corps n'arrive pas. Et donc, voilà, le foie, les intestins, les, les reins, tout le monde n'arrive plus à éliminer. Ce sont des toxines Mm. qui restent dans le corps et qui, accumulées, au bout d'un moment, ça fait mal. Et aujourd'hui, bah, la médecine allopathique va poser des antidouleurs. Et la fibromyalgie est souvent avec le manque de sommeil. C'est-à-dire les gens ont tellement mal qu'ils n'arrivent plus à dormir.
Et comme ils n'arrivent plus à dormir, ils n'arrivent plus à se soigner. C'est-à-dire après, c'est une chaîne sans fin, Un quoi. cercle vicieux. Et ce qu'on observe dans le jeûne, c'est au bout d'un. Alors, ça va dépendre d'une personne à l'autre, hein. Là, bon, Josette, elle avait la fibromyalgie depuis, bon, ce qui est déjà presque, donc ça faisait plus de 10 ans Plus quand de même, 10 ans. hein. Voilà. Donc là, c'est assez spectaculaire parce qu'au bout de quelques jours, elle s'est soignée, mais elle avait déjà fait toute une démarche avant, hein, ce qui est important. Et de manière globale, la fibromyalgie, c'est entre 10 jours, 15 jours, voire 25 jours, ça va dépendre des cas. Mais il y a aussi cette démarche en parallèle qui est importante pour justement lâcher prise, faire des prises de conscience, pour que ça soit une approche globale. Mais là, bon, bah, j'ai encore un cas c'était il y a 15 jours, je crois, ou 3 semaines. Une personne qui avait la fibromyalgie depuis très longtemps, je me souviens plus, ça devait être une dizaine d'années. Et elle aussi, au bout du 6e jour, les douleurs sont parties. Mais bon, il faut encore attendre un peu parce que elle était quand même toujours sous calmant. Et donc là, on attend le résultat. Mais de manière générale, il y a beaucoup de personnes. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes fibromyalgiques. Je ne sais pas combien de personnes, hein, mais c'est dommage. C'est dommage qu'elle ne le sache pas. Et je félicite Josette de venir témoigner. Parce que si aujourd'hui, toutes les personnes qui avaient la fibromyalgie avaient le courage de jeûner, je ne dis pas que tout le monde pourrait s'en sortir, mais je sais que la plupart pourraient avoir une nette amélioration ou vraiment à guérison. Et c'est dommage parce que ce sont des personnes qui souffrent vraiment au martyr. Ce qui est traite dans la fibromyalgie, c'est que vous souffrez, mais les gens autour de vous ne voient pas que vous souffrez. C'est-à-dire, c'est une maladie. Il y a des maladies, ça se voit, il y a des blessures, mais là, ça se voit pas. Et même à un moment donné, la fibromyalgie, on pensait que c'était psychique, quoi, qu'il y avait rien, hein. Donc, aujourd'hui, c'est une vraie maladie et la douleur existe vraiment, c'est pas psychique. C'est pas quelque chose de visible. Et donc, j'encourage vraiment à diffuser cette information autour de vous, parce que vous avez peut-être des personnes qui ont la fibromyalgie autour de vous, que avec le jeûne, on peut nettement améliorer, voire guérir, hein. Moi, j'ai plusieurs personnes, donc j'essaye d'avoir de plus en plus de témoignages. Le premier témoignage, c'était Martine. Donc maintenant, il y a Josette. Il y a aussi des témoignages écrits sur mon site. Donc vraiment, c'est pas un cas, ce ne sont pas des cas uniques. Je dirais que 95% des personnes qui avaient la fibromyalgie qui sont venues sont sorties. Et celles qui ne se sont pas sorties, c'est celles qui ont pas voulu changer leur hygiène de vie, c'est-à-dire qui avaient la fibromyalgie, qui continuaient de fumer à côté ou qui continuaient de grignoter. C'est sûr que tant qu'on n'enlève pas les désordres d'hygiène, la fibromyalgie restera. Mais la personne qui est prête à faire l'effort de changer son hygiène, donc s'il y a le tabac, arrêter le tabac, s'il y a grignotage, arrêter le grignotage, de faire le jeûne et puis peu de temps plus un travail sur les émotions, sur le psychisme, bah, c'est génial, hein. Ça marche vraiment bien. Ça marche Oui, vraiment c'est bien. ce que tu proposes. C'est ça qui est vraiment génial dans tes stages, parce qu'en plus, il y a du développement personnel, il y a de la numérologie, Ouais. euh, il y a des cours sur l'alimentation, sur Ouais. l'importance de l'eau, il y a des films le soir. Donc on Ouais, c'est s'ennuie ça, pas, ouais. hein, pendant une semaine. On se lève à 8h30, Ouais. on a Qigong, prise de tension, on a des développements personnels. Après, on a peut-être le temps de faire une sieste ou un massage. Et après, il y a un Ouais. film. Donc jusqu'à 22h, 3h, Ouais. on s'ennuie pas, Ouais. hein. Ouais. Oui, puis en fait, j'essaye de varier, c'est-à-dire toutes les semaines ne sont pas les mêmes, hein. Donc là, cette semaine, on fait un stage spécifique MBTI où il y aura quand même un peu de numérologie dedans. Et donc, c'est surtout, on l'a intitulé Mission de vie. C'est pour aider les gens qui sont un peu perdus dans soit dans leur vie ou dans leur carrière professionnelle. C'est pour les aider, parce qu'on ne va pas faire le travail pour eux, mais on les aide à essayer d'avoir des clés pour trouver mieux qui ils sont et qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place dans leur vie pour être bien. Et la semaine prochaine, on fait un stage spécifique visualisation créative. Donc là, c'est les gens qui ont plus déjà, qui savent davantage ce qu'ils veulent, mais n'arrivent pas à le mettre en place. Donc avec la visualisation créative, on a des résultats. Mais en même temps, ben, on voit aussi
l'alimentation, on voit un tas de sujets. C'est vrai que les gens ne s'ennuient pas. Moi non plus d'ailleurs, je m'ennuie pas. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a Sophie Et aussi qui a sa femme. Emmanuel ici en a fait 2 stages et le dernier stage c'était un stage sur l'éveil de conscience, donc elle pourra en parler si elle veut. Et c'est un stage, on va faire une conférence sur justement jeûne et éveil de conscience, on va le faire en septembre et on fera un stage éveil de conscience en fin d'année. Ouais. Ce sont des stages très riches aussi. D'accord. Merci Eric et Merci. merci beaucoup Joël pour ton témoignage. Alors Eric, je m'adresse à toi, est-ce que tu veux prendre quelques questions ou tu préfères qu'Emmanuel parle maintenant? Bah, s'il y a des questions sur la fibromyalgie, il faut y répondre, ouais. Alors la fibromyalgie, pas forcément, mais d'autres questions, oui. Oui, on peut répondre à une question, puis après on peut D'accord. laisser la parole à Emmanuel. Alors, de toute façon, on a tout le temps, hein, Ouais. encore une bonne heure et quart devant nous. Mhm. Alors, est-ce important de compter les calories de notre alimentation? Paraît-il que nous avons besoin de 1500 à 2500 calories par jour. Les fruits et légumes sont généralement peu caloriques. Faut-il manger à sa faim ou respecter des quantités, quitte à se forcer? Dany. Alors, bah, merci pour cette question. Non, en effet, l'histoire de calories, il y en a trop et de moins en moins. Pourquoi? Parce que en fait, on voit bien qu'on n'a pas tous le même métabolisme. Et que moi, ce que j'observe, c'est que de manière générale, on est de moins en moins physique, hein, c'est-à-dire on est de plus en plus sédentaire, et que je crois qu'il y a une tendance qu'on a de moins en moins besoin de manger. Alors, est-ce que c'est dû à l'augmentation du taux vibratoire de la Terre? Je ne sais pas. Mais je rencontre de plus en plus de personnes qui sont mieux avec un repas par jour, ou alors manger un jour sur deux. C'est pas mon cas parce que moi, mon cas, je mange 2 repas par jour. Mais j'ai Sophie qui travaille avec moi et elle mange qu'un repas par jour. Et donc, on peut pas tellement, si on mange qu'un repas par jour, on peut pas tellement se fier à ces systèmes de calories qui sont très, probablement juste de la part d'un nutritionniste. Bon, bah, j'ai le cas de Chantal, par exemple, hein. J'ai le cas de Chantal que j'ai en tête. Cette personne avait un diabète et du surpoids. Et donc, elle a d'abord suivi un régime proposé par un nutritionniste qui était à l'hôpital. Donc, c'est quelque chose de très sérieux. Mais elle n'arrivait pas à mincir et elle n'arrivait pas à sortir de son diabète. Et moi, on a fait plutôt quelque chose on a essayé plutôt d'adapter, c'est-à-dire on a réduit le nombre de repas. Donc, on a enlevé le grignotage, bien sûr, mais on a aussi réduit le nombre de repas. Et là, elle a minci de 14 kilos. 14 kilos, et on n'est pas encore sûr pour le diabète, elle ne peut pas encore en parler, mais je sais qu'il y a des nettes améliorations pour le diabète. Et donc, on voit bien que ces histoires de calories, peut-être ça peut fonctionner pour une certaine quantité de personnes, mais pour beaucoup de personnes, ça compte pas. Donc, c'est plutôt s'observer. C'est-à-dire, si je prends 3 repas par jour, est-ce que je continue de prendre du poids en permanence? Donc, peut-être 3 repas par jour, c'est trop. Si je prends 2 repas par jour, est-ce que je me stabilise ou est-ce que je continue à prendre du poids? Et si eh ben, je suis mieux avec un repas par jour, c'est ce qu'il faut faire. Par contre, le repas devra être équilibré. Donc, quand je parle d'équilibre, c'est qu'il faudra dans le repas des crudités variées, parce qu'avec les crudités, on va apporter les vitamines, certains oligo-éléments. Il faudra un féculent, donc soit pomme de terre, soit riz, soit du sarrasin, soit du quinoa, des choses comme ça. Et il faudra une protéine animale, donc soit des œufs, soit du poisson, soit de la viande, ou soit des huîtres, quoi. Donc un repas équilibré, il ne s'agit pas d'enlever soit la viande, soit enlever un féculent. Tous ces régimes où on enlève quelque chose, souvent on arrive à un déséquilibre notamment au niveau de la néoglucogénèse. Donc il faut rester à un repas équilibré, un repas traditionnel en fait, hein, mais le nombre. Si on veut garder les 3 repas, c'est réduire les portions. Ce qu'il faut savoir, qui vivent longtemps, c'est démontré, les gens qui vivent longtemps, c'est les gens qui mangent frugalement, qui mangent, même s'ils mangent 3 repas, ils mangent peu. Donc, soit on arrive à manger peu à chaque repas, soit le mieux, c'est de manger 2 repas. Et si on voit qu'on est en excès, ben, c'est de se mettre à jeûner une journée ou deux
pour rééquilibrer. Et le jeûne un jour sur deux est excellent pour ça, parce qu'on sait que le jeûne un jour sur deux, on régule la glycémie. Au niveau de la glycémie, c'est régulé. C'est pour ça qu'on soigne très bien les diabètes du type 2, pas diabète de type 1, mais diabète de type 2 avec un jeûne un jour sur deux. Quand on peut le faire, parce qu'après, il y a toujours une grosse part psychique, c'est-à-dire dépendance à l'alimentation. Donc moi, je parle principalement de ce qu'il faut faire. Après, pour le mettre en place, bah, il y a beaucoup de gens qui y arrivent. Je parle de Chantal, elle y est arrivée. Mais il y a aussi des gens qui ont une vraie dépendance à l'alimentation. C'est-à-dire pour eux, c'est impossible d'enlever un repas, c'est impossible de jeûner un jour sur deux. Donc là, certaines personnes vont résoudre ça dans le jeûne et d'autres, le jeûne ne suffira pas. Il faudra en plus un travail soit Les avec émotions. soit avec l'hypnothérapie. D'ailleurs, on va faire aussi, tiens, on parlait des jeûnes, on va faire Sophie, aussi oui. un jeûne, une semaine de jeûne où il y aura jeûne plus hypnothérapie, justement pour le spécifique masseur. Donc, on va faire ça en fin d'année, où il y aura Estelle qui est une hypnothérapeute qui va venir faire l'accompagnement pour ça. Mhm. Ah, super. Et Sophie, elle est en formation aussi pour le FT. Sophie se forme pour l'EFT, ouais. Donc, Mhm. on pourra bientôt faire aussi jeune EFT, ouais. Mhm. C'est génial. Ouais. Alors, si tu veux, Emmanuel, on peut prendre ton témoignage? Oui, je vais vous donner mon témoignage. Donc, moi, je suis venue aux jeunes après un travail psychologique suite à plusieurs années compliquées professionnellement, qui m'avaient malmenée bien sûr au niveau d'un stress et également parce que en même temps j'ai développé une anémie qui était très très forte, très sévère, puisque le fer dans la prise de sang était non traçable. Donc, je me suis rendu compte, via bien sûr une médecine allopathique, que ce fer non traçable était lié à un saignement au niveau d'un ulcère à l'estomac qui, pour moi, était indolore. Mais qui était suffisant pour saigner et donc je ne pouvais pas constituer ma recharge en fer, ce qui provoquait une grande anémie. Bien sûr, la dimension stressante et psychologique et puis l'anémie maintenant, en tout cas l'ulcère, est très très liée. Donc j'ai d'abord débuté un travail psychologique qui avait déjà été mené mais qui se renouvelait à cette période-là. J'ai également travaillé avec du yoga et de la méditation sur une pratique très régulière. Et j'ai envie de dire, à la fin de ce travail assez complet, il apparaissait nécessaire de faire ce qu'Eric a très justement appelé un reset, c'est-à-dire mettre à zéro le corps, en tout cas lui permettre de se poser et lui dire qu'on l'avait compris et qu'on lui offrait un temps de repos, de détoxination. C'était vraiment pour moi l'occasion de me poser et de mettre tout à plat, à zéro. Donc ça a été très très important. Ce jeûne, je l'ai fait en juin l'an passé, donc juin 2015, sachant que je l'ai continué au retour à la maison sur 12 jours, avec une reprise alimentaire où j'ai repris pendant 8 mois une période d'alimentation à un repas par jour. Donc qui a permis également de continuer une perte de poids qui était nécessaire. Et par rapport aux œdèmes des membres inférieurs, il s'est avéré que passé un certain seuil de poids, il n'y avait plus du tout d'œdème. Malgré des vacances à 40 degrés, je n'ai pas membre inférieur. Donc ça a été la révolution pour moi, ça m'a vraiment changé la vie, sachant qu'en famille, il n'a pas été très compliqué tout simplement de dîner en famille avec un rééquilibrage alimentaire. Mais de ne pas déjeuner à midi ou tout simplement de prendre une boisson chaude, mais sans apport solide. Et ça a été vraiment très bénéfique. Le fer suite au jeûne 3 mois après était remonté sans prise de fer par médication. Donc ça c'est important. Et le fait de ne pas s'alimenter
le matin ni le midi a fait que, bien sûr, l'ulcère a pu cicatriser. Et à l'examen gastro-fibro-colo qui a été fait 6 mois après le jeûne, l'ulcère était cicatriciel. Donc ça, c'est vraiment très important. J'ai fait un deuxième jeûne avec Eric en octobre. Et ce deuxième jeûne, en avril, pardon, je dis des bêtises, a été un petit peu différent parce que la reprise alimentaire a été plus rapide. Et donc, peut-être que à ce moment-là, le rééquilibrage alimentaire a été plus complexe à mettre en place. Mais les vacances vont arriver et à nouveau, je vais repartir sur quelque chose qui est très sain et très bon pour moi par rapport à mes dépenses énergétiques, c'est-à-dire un seul repas par jour de façon très équilibrée. Moi, je dois être à peu près à 60-65% de crudité et 30% de protéines et très peu de féculents, mais il y a tout de même une prise pour que ce soit associé à la protéine, Eric expliquerait ça très bien, et que ce soit vraiment efficace et digeste pour l'estomac. Voilà, donc 2 situations résolues presque de façon complète, en tout cas pour l'œdème des membres inférieurs et également pour l'anémie qui maintenant est confortable et on me permet de ne plus être anémie en fer. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel. C'est très instructif. En plus, je pense que on peut tous apprendre par rapport à ton témoignage. Là, merci beaucoup. Eric, est-ce que tu as envie de... Ben oui, c'est génial, hein. Je félicite Emmanuel. C'est vrai que d'entendre ce témoignage, c'est vachement intéressant parce qu'en plus, ce qu'on voit, c'est que, il y a le jeûne, il y a l'alimentation, mais aussi que les gens se prennent en charge, hein. C'est vraiment eux les sauveurs. Donc moi, je peux apporter un cadre, je peux apporter, mais en même temps, c'est à eux, à l'intérieur du cadre ou même à l'extérieur, parce qu'ils peuvent sortir du cadre, bien sûr, mais c'est à eux de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas d'évoluer. Et là, c'est intéressant parce que on voit qu'Emmanuel, elle n'a pas pu forcément mettre en place là, après le deuxième jeûne, mais là, elle reprend les choses en main et avec ses vacances, elle va le faire. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que finalement, euh, il y a comme après, on devient autonome, quoi. On devient autonome de sa propre santé, hein. On n'est pas dépendant d'un médecin c'est la prise en charge par soi-même de sa santé. Et le jeûne, c'est génial pour ça, parce qu'en fait, une fois qu'on a compris le jeûne et le régime alimentaire, on peut se soigner de plein de choses, hein. C'est-à-dire, vous avez une grippe, vous avez une infection. Si vous connaissez le jeûne, que vous jeûnez 3-4 jours, on sait qu'au bout du troisième jour, le système immunitaire est au top de sa forme. Donc, si vous jeûnez 3 jours, alors bien sûr, il faut pouvoir s'arrêter de travailler, mais on peut au moins demander un arrêt de travail, jeûner 3 jours et l'infection du moins, a intérêt de bien se tenir parce qu'avec 3 jours de jeûne ou voire plus, en général, les infections s'en vont, quoi, hein, que ce soit, je sais pas, une bronchite ou voilà, n'importe quelle, ou une gastro ou ce genre de choses, s'en va très bien. Le fait de jeûner. Alors, il faudrait en plus rajouter la douche rectale, mais le jeûne plus douche rectale, et puis après, en fonction du problème, on peut ajouter quelques huiles essentielles. Mais ça n'empêche pas d'aller voir le médecin pour ce qui se passe, mais en tout cas, ça peut éviter de prendre des antibiotiques à chaque fois qu'on a un problème de santé, quoi. Pour la douche rectale, en fait, avec mon chéri, on est venu jeûner il n'y a pas très Ouais, longtemps et on a ouais. fait un petit film de comment ça se passe pendant tout le jeûne, avec beaucoup d'humour et on parle aussi de la douche rectale et de tout ça. Et c'est très très drôle. Donc si vous allez sur ma chaîne YouTube Gwendoline TV, vous allez voir. Je sais pas si tu l'as mis aussi sur ton site parce que c'est un petit peu Oui, drôle. Donc... je ne sais pas si je l'ai mis, mais je l'ai mis sur mon Facebook, hein. Ah Mais, d'accord. Bah pour mais retrouver sur les pages Facebook, c'est pas toujours évident peut-être. ok, Mais d'accord. bon, vous Mais je le tapez mettrai Gwen et sur. Titi ou Ouais, Gwenoline TV, franchement, ça vaut le coup parce que c'est rigolo. ouais. Et vous découvrez le jeune de la façon dont ça se passe en séminaire, en forme de séminaire. Voilà, petite Mais ça, parenthèse. ça me, ça me passionne vraiment ces choses-là, c'est-à-dire avec des choses toutes simples, naturelles, on peut vraiment prendre en charge sa santé, hein.
beaucoup de choses peuvent se soigner avec la douche rectale et le jeûne, parce qu'en fait, 80%, 4 maladies sur 5 sont liées à la toxémie. Donc, on a dit qu'on peut se détoxiner soi-même avec le jeûne et la douche rectale, on peut soigner la plupart des maladies chroniques qui existent, quoi. Et justement, on a une question. Alors, ça, on va y répondre tout à l'heure. Ah, il y avait une question tout à l'heure. Bon, je vais la retrouver. Je me permets de prendre une question Oui. d'entendre Stéphane. Mm. Il y a Sylvaine qui nous dit comment peut-on se préparer à un jeûne? D'accord. Donc, préparation au jeûne, on a parlé, mais je veux bien en reparler. Euh, Idéalement, la préparation au jeûne, c'est de voir d'abord qu'est-ce qui ne va pas. C'est-à-dire, est-ce que je jeûne juste pour le confort? Donc, dans ces cas-là, c'est très simple, hein. Si c'est juste pour le confort, on réduit progressivement son alimentation. Donc, on mange de moins en moins et, si possible, les 2 derniers jours, on mange surtout des bouillies ou des purées de carottes. Donc, une alimentation très légère, hein. Mais par contre, si on a une pathologie ou quelque chose qui ne va pas, on va regarder. Donc déjà, si on peut enlever la cigarette, c'est très bien. Si on peut enlever l'alcool, c'est très bien. Si on peut enlever le grignotage, c'est très bien. Et puis ensuite, si on peut enlever les aliments qui nous intoxinent. Et un des aliments qui peut intoxiner, c'est le fromage. C'est-à-dire le fromage, les produits laitiers, tout ce qui est produits laitiers, s'il est mal digéré, il nous nourrit, et si c'est mal digéré, il nous intoxine. Donc si on a un problème de santé, c'est un des éléments à arrêter pour voir s'il y a amélioration. Donc avant le jeûne, typiquement, c'est bien d'enlever tous les produits laitiers. On enlève aussi le soja, mais ça, il faut l'enlever systématiquement, tous les produits à base de soja. Et puis, voilà, on allège l'alimentation. Donc, en fonction des cas, ça va dépendre si la personne, elle est en sous-poids ou elle est surpoids. Donc, si elle est en surpoids, on peut finalement soit déjà enlever le petit déjeuner, peut-être pas pendant un certain temps. Si elle est en sous-poids, il faut voir pourquoi elle en a. Et là, donc, peut-être, si elle prend trop de crudités, par exemple, et qu'elle est en sous-poids, là, il faudra réduire drastiquement les crudités et mettre un féculent, une protéine. Donc, faut un peu adapter en fonction du tempérament de la personne. Mais en gros, c'est comme ça qu'il faut se préparer au jeûne. Et aussi, oui, ce qu'on peut faire pour la préparation au jeûne, c'est détoxiner le foie. Donc, avant le jeûne, je recommande soit on prend des plantes, parce qu'il y a des plantes très efficaces pour nettoyer le foie. Donc, l'ortie, la bardane, le pissenlit, ce sont des plantes qui nettoient bien le foie. Mais on peut aussi essayer le biétilleul de la marque Graveline, ça nettoie bien le foie. Le desmodium, sur les maladies, surtout si on a une maladie de foie, donc le desmodium. Ou alors, en pharmacie, on va trouver du Léning 114. Donc, Léning 114, ça va être plutôt pour les gens costauds, bien constitués, et les gens un peu plus fragiles, ça sera du Léning 110. Donc, c'est un moyen pour nettoyer le foie, ouais. Et avant le jeûne. Alors merci beaucoup pour toutes ces précisions, Eric. Tout à l'heure, j'ai vu une auditrice qui nous parlait, qui nous demandait si le psyllium c'était bon pour avant le jeûne, il me semble. Si je me... Ah bah voilà, elle est là la question. Cathy, alors merci. C'est quoi le nom? Je me souviens plus. Emmanuel? C'était Manuel? Non, c'était Cathy. Ah, je sais, je suis désolée. Ok. Euh, Cathy qui nous dit bonjour, j'aimerais reprendre un jeûne de 5 jours, ce que je fais environ 2 fois par an. Les graines de psyllium avant le jeûne peuvent-elles aider? Je me sens parfois mal lorsque je reprends l'alimentation, mais bien pendant. Merci pour vos conseils, Kat. Alors, j'ai entendu graines de psyllium, donc peut-être qu'il y a une confusion. Le psyllium qui est intéressant, c'est le psyllium blond. Et ce n'est pas des graines, c'est du mucilage. Donc, le mucilage de psyllium, il est intéressant avant le jeûne, mais c'est intéressant surtout pour les gens constipés. C'est-à-dire, le psyllium va aider les personnes constipées. Ça peut aussi aider les gens qui ont un problème de dépendance alimentaire, c'est-à-dire qui ne savent pas s'arrêter de manger. Et en prenant du psyllium, ça va un peu gonfler dans l'estomac, et donc ils arrivent plus à satiété. Mais voilà, le psyllium, c'est surtout un problème, à mon avis, c'est surtout un problème de constipation. Hein, donc pourquoi pas prendre du psyllium avant le jeûne, pourquoi pas.
hein, ça peut aider, mais de toute façon, ça n'empêchera pas, à mon avis, la douche rectale ou l'hydrothérapie ou une purge pour vider les intestins. Ouais. D'accord. Bon, merci beaucoup Eric et merci Cathy pour ta question. Je me permets de prendre d'autres questions. Alors, est-il important de pratiquer le jeûne pour l'équilibre alimentaire de manière générale, Camille? Alors, est-ce que je comprends bien la question? Non, non, le jeûne va être intéressant quand la maladie est déjà là. C'est-à-dire, alors soit c'est en prévention, oui, ça peut être très bien en prévention, euh, ou ensuite c'est ce que la maladie est déjà là, donc ça permet de faire un reset et de détoxiner à fond, donc la maladie, de soit la faire reculer, soit de faire partie de la maladie. Mais si la personne est en bonne santé et qu'elle, au niveau, elle est satisfaite de son poids, le jeûne, en fait, je dirais qu'il n'est pas indispensable. On peut simplement manger très peu. Hein, les gens qui mangent très peu, qui mangeraient un repas par jour ou qui mangent frugalement, s'en portent très bien. C'est-à-dire le jeûne n'est pas obligatoire. Mais voilà, le fait de manger très peu, frugalement, ça peut aussi être une bonne chose à faire, quoi. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à la question, Si, je pense mais que je tu ne veux réponds pas bien, dire ouais. que le jeûne est indispensable. Euh, le jeûne est indispensable absolument quand on a déjà développé une maladie. Il peut être intéressant en termes de prévention. Après, il peut être intéressant pour d'autres raisons si on veut faire un travail spirituel. C'est extrêmement intéressant pour un travail spirituel. Et ensuite, le jeûne n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, si la personne va bien, bah, ce qu'elle peut simplement faire, c'est manger frugalement. C'est-à-dire sortir de table avec la faim. Donc, ça veut dire, elle met tout dans une assiette. Elle s'assure d'en avoir pas beaucoup. Tout dans une assiette. Et elle mange que ça. Aujourd'hui, c'est vrai, quand on se met à table, des fois, on se met une assiette, une deuxième assiette, il reste des restes. Donc, on n'arrête jamais, quoi. Hein. Et puis, en même temps, on peut regarder la télé, on fait d'autres choses. Donc, on n'est pas vraiment conscient de ce que l'on mange. Mais si on veut vraiment faire du bien à son corps, ben c'est de manger à quelque chose d'équilibré. Mais et ça, on le fait 2 fois par jour et c'est très bien. Même s'il y a un peu de faim, c'est pas grave d'avoir. Aujourd'hui, on est dans une société où la faim est un malheur. Mais non, en fait, la faim n'est pas grave. Forcément, avant-guerre, nos parents manquaient un peu de nourriture parfois. Pendant la guerre, ils en ont vraiment manqué. Et après la guerre, ben voilà, est venue une génération euh, qui a eu vraiment l'abondance avec le frigidaire. Et je pense qu'on mange beaucoup trop. Et c'est ce qui se passe surtout en France un petit peu, mais surtout aux États-Unis, où là, on voit c'est carrément des grosses dérives de l'alimentation. Les gens mangent tout le temps et il y a des grosses souffrances de surpoids. Hein. Mais si on peut avoir une alimentation équilibrée, légère, bah, ça c'est l'idéal. Mais comme on n'y arrive pas toujours, bah, de temps en temps on s'arrête, on jeûne et ça permet de rattraper ce qui a été pris en trop grosse quantité. Mm. C'est vrai qu'aux États-Unis, j'y étais il y a pas très longtemps là pour visiter justement les patchs bien-être Forever Green là. Mais Ouais. alors, ils sont, euh, en fait, quand on s'organe et qu'on est plutôt de taille de moyenne normale, en France, bon, on se dit on est dans la moyenne, mais eux, comme la moyenne, elle est de plus en plus grosse. En fait, à force, on s'habitue aux personnes qui font 2 ou 3 fois Ouais. notre taille et ça devient normal. Donc, du coup, les gens, ils se préoccupent plus, même s'ils ont des douleurs. Et c'est vrai que même dans des entreprises santé, il peut y avoir du coca Ouais. Mm. ou des choses vraiment néfastes pour le corps. Mm. Donc c'est Le, assez. le voyage intéressant à faire, c'est le voyage en Inde et après le voyage aux États-Unis. On voit les gros Ah ouais, contrastes. ah ouais, c'est incroyable. Euh, Après, bon, après, si les gens sont en bonne santé, ça va, mais en général, à côté de ça, ils sont en mauvaise santé. Hein. Mm. Et on sait que quand on mange trop, on raccourcit sa durée de vie. Ça a été démontré en laboratoire, on le voit en laboratoire, sur des animaux. Si on suralimente des animaux, très vite, ils développent des maladies et vont raccourcir leur durée de 25 à 30%. Et par contre, si on sous-alimente ces mêmes animaux avec des aliments sains, mais si on les sous-alimente de manière chronique, on va
augmenter leur durée de vie. Donc c'est assez contre-intuitif. On va penser qu'il nous faut manger pour être en bonne santé. Ben, en fait, il nous faut manger un petit peu pour être en bonne santé. Mais dès qu'on mange beaucoup, ben non, en fait, c'est le contraire qui arrive. C'est-à-dire, on va s'apporter la mauvaise santé du fait de trop manger. Merci beaucoup, Eric. Et justement, j'ai une question. Merci à toi aussi, Camille. J'ai une question de Sylvaine qui nous dit, doit-on craindre un manque d'oligo-éléments, de vitamines, etc., une perte de muscles? Donc, je pense que par rapport au jeûne, alors là, on voit par exemple, Emmanuel, elle a soigné son manque de fer avec le jeûne. Et c'est intéressant. Bon, là, il y avait un saignement, bien sûr, donc ça explique aussi. Mais même en dehors de ça, hein, même s'il n'y a pas de saignement, surtout pour les femmes, on va corriger les carences en fer par le jeûne. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, on va pas en manger, on va corriger les carences. Mais je parle pour le... Alors comment expliquer qu'on va corriger des carences en fer pour le jeûne? Il y a deux explications. Quand on va jeûner, dans le sang va se retrouver beaucoup plus de fer. C'est-à-dire, normalement, on multiplie par 3 sa quantité de fer dans le sang et c'est dû en fait à la fonte. Hein. Il y a une fonte, mais il y a une retention du fer. Donc, si on fait une prise de sang après le jeûne, on voit qu'il y a 3 fois plus dans le sang. Ça, c'est une chose. Mais il y a autre chose, c'est que, surtout pour vous les femmes, vous avez un émonctoire qui est l'organe génital. Donc, vous avez vos règles, donc pour les femmes réglées. Et une femme va avoir beaucoup plus de règles, hein, donc va se détoxiner par cet émonctoire-là. Donc forcément, elle va avoir une perte plus importante de fer. Et donc, quand elle jeûne, si une femme est en manque de fer, si elle jeûnait 2 jours avant ses règles, elle verrait qu'elle aurait très peu de règles d'ailleurs. Et puis, si ses règles sont douloureuses, elles seraient beaucoup moins douloureuses, voire pas du tout douloureuses. Et du coup, elle va beaucoup moins perdre de fer. Hein, donc, beaucoup de femmes qui sont anémiées, qui ont un manque de fer, c'est aussi parce qu'elles sont intoxinées et le corps essaye de se nettoyer par cette voie-là. Donc, elles ont des règles abondantes. D'accord. Donc là, oui, je parle alors les autres carences éventuelles, avec le jeûne, normalement, on n'a pas de carence. Hein, donc, à aujourd'hui, il n'y a pas de carence qui se développe, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que je recommande une alimentation équilibrée. C'est vrai que si on est dans du crudivorisme ou du végétarisme, on aura peut-être des carences déjà à la base. Donc, si on a des carences déjà à la base, par exemple un manque de vitamine B12 ou un manque d'acide, le jeûne va être plus difficile parce que la personne commence déjà avec un peu carencé. Pas tous, hein. Il y a des frugivores et des végétariens qui sont pas du tout carencés, mais ça peut être une cause de carence. Et donc après, voilà, pour moi, c'est pour ça que je conseille toujours l'équilibre, avoir une alimentation équilibrée. Donc crudité variée, un féculent, une protéine, c'est pour justement avoir tous les éléments dans son alimentation pour avoir tous les ingrédients qu'il nous faut, quoi. Pour moi, le jeûne, c'est un peu comme on hérite d'une maison qui est un peu, si on fait du jeûne pour la maladie, on hérite d'une maison qui est un peu délabrée. Donc, avec le jeûne, on va faire le gros nettoyage de cette maison. On va enlever les charpentes qui sont abîmées, on va enlever les morceaux de mur qui sont abîmés. Et après le jeûne, il faut bien s'alimenter, justement, il faut pour que cette maison se constitue avec des aliments, des éléments solides. C'est-à-dire, si la charpente était abîmée, on va pouvoir remettre du bois, une belle charpente. Si le mur était abîmé, on va remettre un mur bien solide. Si après le jeûne, on se réalimente pas tout à fait équilibré, ben, on peut manquer d'éléments pour bien se reconstruire. D'accord. Merci Eric. Et Merci. merci Sylvaine pour ta question. Alors Stéphane, est-ce que tu veux partager avec nous? Alors, tu as ton micro? Ça y est. Ah voilà. Bonsoir à tous. Oui, je vais vous parler donc de ma petite expérience de contre-santé. J'ai des problèmes d'hypertension et depuis quelques années, c'était vraiment de façon sporadique. De temps en temps, ça me prenait et après ça s'arrêtait. Je l'ai détecté parce que j'avais des petits soucis, des petits malaises. Donc après, je suis allé voir le médecin. Il m'a donné un hypotenseur. Donc ça marchait bien. Mais au fur et à mesure,
Ça marchait plus trop. J'ai augmenté le dosage. Et puis voilà, je suis tombé. Bon, il y avait des réflexions derrière, des lectures. Je suis tombé sur le flyer en décembre dernier de Eric. Et puis j'ai fait ce stage donc dans l'Anjou de jeunes. Et ben voilà, plus de problèmes de tension et plus de médicaments. Donc liberté. Donc génial. Je sais pas quoi dire de plus. Et aussi j'avais des problèmes de sommeil qui n'existent plus. Je m'en rendors beaucoup mieux qu'avant. Plus rien à voir. Une Wow. semaine, voilà. C'est un peu court, hein, le témoignage, Mais en mais fait, ça fait franchement, magique. j'étais super content, quoi. Et en plus, l'autre outil, c'est le réglage alimentaire. C'est ça qui est génial parce que là, j'ai repris un petit peu, mais il y a du monde qui passe à la maison, c'est les vacances, il y a des visites. Mais il suffit de régler l'aiguille suivant les proportions de protéines ou de lipides et de crudités variées, voire on peut rajouter des légumes cuits et tout change. Et si ça suffit pas, on peut passer à 2 ou un repas. Donc c'est facile, beaucoup plus Et facile que le médicament mm. que j'ai pris en tout cas. C'est génial parce que tu abordes ça vraiment d'une façon très très simple et très facile. Donc peut-être toi tu l'as vécu comme ça et c'est chouette de voir aussi qu'on peut le vivre comme ça. Oui. Et pendant le stage, moi j'ai toujours eu faim. Je sais qu'il y a eu des personnes du groupe qui, au bout du troisième jour, n'avaient plus rien, enfin pas d'envie de manger. Moi j'avais envie, mais bon, c'était pas une souffrance, même pas une gêne. Et puis c'est surtout que le stage, on est en groupe déjà, on est bien périmétré avec Eric et Sophie et d'autres intervenants. Il y en a beaucoup d'ateliers, donc on voit pas le temps passer jusqu'à tard avec le film et voilà quoi. C'est assez magique quoi. Une semaine et hop, c'est fini. En tout cas, ça a été mon expérience. Mm. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, si je peux, c'est très important l'expérience de Stéphane, parce que comme je vous disais, c'est aujourd'hui la cause numéro un de la mortalité en France. C'est-à-dire, on a 150 000 personnes par an, donc 22% des mortalités, qui sont dues aux problèmes cardiovasculaires, donc, dont l'hypertension. L'hypertension, voilà. Et c'est dommage que le jeune ne soit pas connu parce que franchement, tout le monde qui meurt, qui deviennent malades, qui prennent des hypotenseurs, hein, ils prennent des hypotenseurs ou le cardégique donc, pour fluidifier le sang, alors qu'il suffirait de jeûner parce que les hypotenseurs ne sont pas effets secondaires. Donc je ne sais pas si peut-être Stéphane n'avait pas ces effets secondaires, mais à terme, les hypotenseurs, il y a des gens qui développent des dépressions, il y en a qui perdent leur libido, il y en a qui. Voilà, il y a des vrais effets secondaires. Et en fait, mettre un hypotenseur sur l'hypertension, je dirais qu'il faut le faire parce que quand on n'a pas le choix, quand on est hypertendu, il faut le faire dans l'urgence. Mais après, il faut se poser la question, si je peux jeûner, ben, autant jeûner, changer son alimentation et tout doucement se démédicaliser quand c'est possible. Parce que pour moi, l'hypertension, c'est le corps qui est en train de dire, là, il y a quelque chose qui ne va plus. C'est-à-dire, ce qui ne va plus dans mon alimentation, dans mon hygiène de vie. Et qu'est-ce que font la plupart des personnes? Et ce n'est pas une critique, hein, c'est juste que je pense que les gens ne sont pas au courant, faut les informer. Qu'est-ce que font la plupart des gens? Ils vont au médecin. Le médecin lui-même, sans doute pas très informé, ou lui-même n'a pas le temps d'informer le patient qu'il faudrait qu'il change son alimentation, ou alors il baisse les bras parce que c'est vrai que des fois les médecins n'ont pas le temps, à consacrer pour parce que changer son alimentation ça se fait pas en 5 minutes quoi, hein, et jeûner ça se fait pas non plus en 5 minutes. Donc c'est dommage que l'information circule pas suffisamment. Parce que là, il y a énormément de personnes pour qui ça pourrait aider. Ça pourrait aider de jeûner, changer son alimentation pour sortir de l'hypertension. Aujourd'hui, on observe deux choses dans l'hypertension. Il y a soit les gens qui sont c'est-à-dire qui sont à 18, 20 ou plus de tension et qui ont des malaises, comme avait Stéphane. Donc là, ces gens-là, il faut absolument qu'ils se mettent sous hypotenseur et qui suivent soit un jeûne puis suivi d'un réglage alimentaire
parce qu'ils veulent sortir. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont sous hypotenseurs par prévention. Et ça, c'est dommage. Hein, parce que, par exemple, quand on arrive vers 70 ans, 60-70 ans, qu'on a une tension autour de 15-16, nous on a 15 de maxima et 8 de minima, ou 16 de maxima et 9 de minima, quand on est autour de ça, si on a 70 ans, ben souvent c'est juste physiologique. Donc il ne faut même pas y toucher, surtout s'il n'y a pas de symptômes, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'étourdissement, s'il n'y a pas de bourdonnement d'oreille, il n'y a rien à faire, sauf un petit peu de jeûne et réglage alimentaire, mais il ne faut surtout pas mettre une hypotension à mon goût. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, je veux pas de voilà, mais à mon goût, il faut pas mettre d'hypotenseur parce que encore une fois, c'est dire au corps, voilà, tu m'informes de quelque chose, mais je ne veux rien entendre, je préfère prendre voilà sur Ok. l'hypertension. Merci beaucoup Eric. Et donc du coup, on peut reprendre une autre question avec Merveilleuse Joie qui nous dit: Je suis trop maigre, 37 kilos au lieu de 53, hypothyroïdie, intoxication au mercure, intestin poreux, syndrome du côlon irritable, envahissement par Candida albicans. Je sais pas si c'est albicans, je sais pas si ça se Albican, ouais. dit. Albicans, voilà, il me semblait bien qu'il y avait un truc. Autre parasite, douleurs digestives et j'en passe. Puis-je jeûner? Alors, c'était quelle taille? Elle fait quelle taille? Elle fait 37 kilos, mais quelle hauteur, t'as pas dit? Bah, elle dit 37 kilos au lieu de 53. Ouais. Donc Alors, pour elle, faudrait il lui voir manque sa 20 taille. kilos. Faudrait voir sa taille. Mais là, oui, ça paraît très délicat. Il faudrait voir sa taille. Là, je travaillerais plutôt à la détoxiner aux métaux lourds, donc prendre de la chlorella, à renforcer la personne avec de l'eau de Quinton. Donc, il faudrait qu'elle prenne à peu près, ouais, je mettrais 1 litre d'eau de Quinton isotonique par jour. Détoxiner avec la chlorella. Il faudrait qu'elle fasse des douches rectales si elle a les intestins poreux. Et puis une fois que l'organisme, et puis manger équilibré, hein, c'est-à-dire crudité variée, un féculent, si elle continue les protéines, parce que ça ressemble à quelqu'un de crudivore, faudrait regarder. Et le jus Euh, d'ortie, le plantain, c'est... Jus d'ortie pourrait lui faire du bien, mais pas en trop grosse quantité, parce que comme elle est très amaigrie, ça va être difficile à digérer pour elle. Donc il faut qu'elle prenne une alimentation très digeste. Mais là, je ferais l'urgence de l'eau de Quinton. 1 litre d'eau pour très vite rebooster le corps. Hein. Et puis, il faudrait. Là, il y a un travail à plusieurs étapes. C'est-à-dire, première étape, c'est de reconstituer le corps avant même de jeûner. Donc, comme je dis, avec de l'eau de Quinton, réglage alimentaire, il faut qu'elle prenne très peu de cru. Il faudrait qu'elle prenne que 10% de cru et qu'elle mette son cru au milieu du repas. Et il faut qu'elle n'ait jamais froid, c'est-à-dire quand elle mange, il faut qu'elle se couvre bien, il faut qu'elle se mette une bouillotte sur le ventre. Et puis, si elle a plus d'appétit, peut-être même ouvrir l'appétit avec du carominthe. Mais là, faut travailler la encore une fois avec eau de Quinton et alimentation très digeste. Donc, un féculent. La crudité variée, elle en met très peu, peut-être même jus de légumes plutôt que crudité variée. Un jus de légumes, mais très peu, c'est-à-dire elle met un demi-verre de jus d'ortie, par exemple, et puis sa protéine. Et peut-être en petite quantité, 2 à 3 fois par jour, du coup, là, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Et tout doucement, normalement, son corps devrait se reconstituer. Et quand il est reconstitué, on pourra plus facilement repenser au jeûne pour le candidat. Le candidat, il faudrait voir si elle a eu beaucoup d'antibiotiques ou si elle a suivi un régime crudivorisme. Il y a des gens qui développent le candidat avec le régime crudivorisme un peu trop poussé. D'accord. Parce que le Et, système immunitaire est fatigué. Un système immunitaire fatigué, la personne n'a plus de vitalité et on développe ce type de pathologie. Mais là, je ne peux pas être sûr, hein, c'est peut-être tout à fait autre d'accord. chose. Et une question pour donc Merveilleuse Joie. Est-ce que toi tu donnes encore des consultations? Est-ce que tu as encore du temps ou Oui, 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 je donne toujours elle des peut peut-être consultations. elle Ouais. peut peut-être te Donc, contacter? voilà, donc ce sont des consultations à distance, donc ils se font par Internet. Ma consultation, en fait, c'est pas une consultation, mais c'est pas vraiment une consultation parce que ça se passe en plusieurs étapes. Il y a une première étape où la personne va remplir un questionnaire
Donc, ça me permet d'avoir une belle une situation de la personne. Moi, je vais d'abord lui faire une réponse écrite ou, si besoin, je vais lui donner un premier coup de fil. Après cette réponse écrite, donc, parce que ça fait beaucoup d'informations, donc ça laisse le temps à la personne de voir tout ce que je dis. Après, on râle pour soulever les questions qu'elle a et on peut se rappeler plusieurs fois jusqu'à temps que les choses sont comprises. Si elle est locale, elle pourra venir me voir, hein. Mais mon tarif inclut ça, c'est-à-dire mon tarif, c'est pas juste un appel, juste mon tarif inclut un certain accompagnement, quoi, pour la mise D'accord. en place. Parce que ce que je considère, en fait, ce qui est important, c'est de permettre à la personne de mettre les choses en place. Parce qu'on peut très bien comment apporter l'information à la personne, mais tant que dans la tête de la personne, c'est tant que pas son résultat, quoi, hein. Donc c'est la mise en place qui est importante. D'accord. Ok. La mise en place dans les rails. Ok, ben merci Eric et merci Merveilleuse Joie Joie pour ta question. Alors, les nutritionnistes recommandent de manger varié. Dans quelle mesure cette variété est-elle indispensable? Les animaux, par exemple, semblent manger toujours à peu près les mêmes aliments et nos ancêtres préhistoriques mangeaient ce qu'ils trouvaient. Dandy. Mhm, mhm. D'accord. Oui. Donc, en fait, la variété, c'est aussi le plaisir, hein, parce que c'est vrai que déjà, comme je vous dis, c'est de manger moins. Donc déjà, pour certaines personnes, mais normalement, en mangeant moins, on a quand même du plaisir, hein. Donc, pour certaines, il y a le plaisir dans la quantité. Donc déjà, on va enlever du plaisir pour certaines personnes. Donc, je vais vous dire la cigarette, je vais vous dire d'enlever l'alcool, dont le vin. Donc, c'est pour certaines personnes, c'est symbolique tout ça. Il y a du plaisir en moins. Mais je vous rassure, on se fait vraiment plaisir avec une alimentation équilibrée. Et après, la variété, ça va apporter, parce que c'est vrai que si on mange tous les jours sa salade verte, tous les jours du riz et tous les jours son poisson, au bout d'un moment, on va dire, bah, c'est un peu toujours la même chose. Donc, la variété, c'est aussi pour le plaisir gastronomique. Donc, un jour, un jour, le féculent, ça va être du sarrasin. Un jour, le féculent, ça va être des pommes de terre. Ça peut être pommes de terre à l'eau ou pommes de terre sautées. Puis, un autre jour, ça va être du riz noir. Un autre jour, ça va être du quinoa. C'est pour varier, quoi, hein. Et pareil pour les protéines, un jour ça va être des œufs, donc ça peut être des œufs à la coque. C'est très bien de manger des coques, surtout si ce sont des poules qui mangent de l'herbe. Parce que là, les œufs, dans l'œuf, si vous voulez, le jaune, le blanc, il faut qu'il soit cuit, parce qu'il sera mieux digéré quand il est cuit. Mais le jaune, lui, c'est bien quand il est cru ou presque cru, parce que vous avez les oméga 3. Les oméga 3 que si ce sont des œufs dont les poules mangent de l'herbe, hein. Si ce ne sont pas des œufs bio ou les poules ne mangent pas d'herbe, c'est même pas la peine d'en manger. Donc les œufs, on peut les avoir à la coque, mais de temps en temps, on peut les faire durs. D'autres fois, on les fera mollets. D'autres fois, on les... Voilà, donc c'est la diversité à la fois du produit, mais aussi de la cuisson. Et puis après, ben, c'est pareil dans le poisson, hein. On peut avoir donc un jour, ça sera peut-être des sardines, d'autres jours, ça sera du maquereau, voilà. Et puis après, dans la viande, on peut faire du veau ou des viandes rouges de manière à varier, hein. Et puis, si on n'a pas un problème de poids, on peut se faire un petit dessert. Euh, et par contre, si on a un problème de poids, on peut aussi se faire un dessert, mais on réduit les féculents, hein. Voilà. Donc, la variété, pour moi, c'est le plaisir. C'est le plaisir. Mais c'est bien de prendre les choses, les produits frais, les produits qu'on va transformer nous-mêmes et de saison, hein, de saison. Voilà. D'accord, merci beaucoup Eric et merci Dani Merci Gwen. pour la question. Mhm. Alors, bonsoir à tous. Mes médicaments ne pouvant pas être arrêtés, est-ce toxique de jeûner pour moi? Merci, notre Père galactique. D'accord. Non, pas du tout. En fait, on peut très bien continuer les médicaments et jeûner. Et même, je dirais, on est moins affecté en jeûnant avec les médicaments. Après, il peut y avoir un problème au niveau de l'estomac, hein. Donc, alors après, c'est pour voir s'il est mis l'estomac ou pas. Mais le corps est plus protégé dans le jeûne qu'en dehors du jeûne. Et ça, on a la preuve avec les chimios. C'est-à-dire aujourd'hui,
quelqu'un qui est sous chimio, s'il mange, il va avoir beaucoup d'effets secondaires, perte de cheveux, fatigue, etc., voire vomissement. Et s'il jeûne pendant la chimio, il aura plus ces effets secondaires. Alors, il faut qu'il jeûne quand même 3 jours avant la chimio et pendant la chimio. Et pourquoi ça? C'est parce qu'en fait, quand on jeûne, le génotype de nos cellules change. C'est-à-dire nos cellules sont dans un stress. Et comme elles sont dans un stress, elles doivent s'adapter à ce stress. D'abord, il n'y a plus de glucose. Donc, elles doivent se nourrir de corps cétoniques. Et elles se protègent parce qu'elles doivent dépenser moins d'énergie, entre guillemets, parce que le corps est un peu en hibernation. Et donc, il y a un changement qui s'opère dans le génotype de la cellule. Et ce changement fait que la cellule va être protégée de la chimio. C'est génial, hein, c'est Walter Longo qui a découvert ça. Donc la cellule va être protégée de la chimio, sauf si c'est une cellule cancéreuse. Ça, c'est encore doublement génial, parce que ça veut dire que si la cellule est saine, elle va pas être atteinte de la chimio, donc il n'y aura pas d'effet secondaire. Mais si la cellule est malade, elle est cancéreuse, elle va être atteinte de la chimio, et donc mieux, ça permet d'avoir une chimio beaucoup mieux ciblée. Alors c'est vrai pour la chimio, mais c'est aussi vrai pour les autres médicaments. C'est-à-dire les autres médicaments vont moins faire de mal puisque le corps est protégé du fait du jeûne. Par contre, si ce sont des médicaments qui font beaucoup de mal à l'estomac, là, il faudra peut-être prendre quelque chose pour justement éviter les douleurs d'estomac. Alors, ça dépend des médicaments en question. D'accord. Ok, ben, je pense que tu as bien répondu à les questions, merci. Merci, merci. Et merci au pseudo Notre Père Galactique. Alors, Caroline qui nous dit bonsoir Eric, as-tu été témoin d'une guérison du syndrome de Gougerot? Je prononce bien avec le jeûne, merci. En fait, c'est quelque chose que je connais mal, syndrome de Gougerot. Donc là, c'est une colle. Il en faut bien des fois. C'est la collab d'habitude, alors bon, pourquoi pas. Comme c'est une colle, et en plus, j'ai pas eu d'opportunité. Il n'y a pas eu d'opportunité. La seule chose que je peux dire, c'est que à partir du moment que ça rentre pas dans les contre-indications au jeûne, eh bien, il faut vraiment tenter parce que si c'est une maladie, sauf si c'est une maladie de naissance, sauf si c'est une maladie vraiment où il y a une infirmité profonde, peut-être on ne peut plus rien faire. Mais si c'est une maladie liée à la toxémie, comme c'est la plupart des cas, ça vaut le coup de le faire, quoi. Ça vaut le coup de le tenter. Hein. Donc après, il faut simplement connaître les contre-indications. Donc contre-indication, c'est la personne de tout à l'heure qui était trop amaigrie, que des fois même la personne arrive à faire jeûner quand même. C'est des gens trop fatigués, trop faible. Que pour la fatigue, une personne en surpoids pour la fatigue, ça va au contraire la défatiguer. Un peu à faire cas par cas. C'est le diabète du type 1. Donc là, il faut absolument donner une perte du diabète du type 1. C'est la myopathie, hein, parce que c'est une dégénérescence des muscles. Et quand on jeûne, on va taper dans le muscle. Donc voilà, donc c'est ce genre de choses. Bon, la plupart des cas, on peut jeûner. Et donc, à la limite, il ne faut même pas se poser la question. J'ai une maladie, je jeûne et puis je vois bien si ça marche ou si ça ne marche pas. Mais c'est dommage de ne pas le faire. En plus, c'est une très belle expérience au niveau de la conscience. On a une clarté d'esprit et une rapidité d'esprit et d'exécution. Donc, oui, on peut tester. Alors, merci à tous les deux pour la réponse et pour la question. Et Véronique qui nous dit bonjour. Peut-on soigner une infection urinaire sans antibiotiques, donc en pratiquant le jeûne, mais comment faire passer les douleurs? Alors oui, une infection urinaire. Bon, infection urinaire, il faut absolument avoir le médecin quand même, parce que si c'est une infection, un cas grave, là, il faut quand même passer par la méthode allopathique. Par contre, si quelqu'un fait régulièrement des infections urinaires, eh bien là, il faut regarder à l'alimentation, parce que c'est souvent des personnes qui grignotent. Infection urinaire, c'est le système immunitaire qui ne tient pas la route. Hein, donc c'est grignotage, peut-être constipation. Et oui, le jeûne est très efficace. Hein, le jeûne. Et après, on peut utiliser aussi la busserole. Hein, on fait des tisanes de busserole. Et en ce moment, il y a un produit de sorte de phytocante qui s'appelle le Cantaciste. Donc, Cantaciste de chez Phytocante.
C'est un produit où il y a la bousserole dedans, où il y a de la canneberge dedans, il y a plein de choses dedans qui vont vraiment être dans le préventif et surtout pour les personnes qui font régulièrement des infections urinaires. Mais voilà, après, bah oui, le jeûne va très bien marcher. Si c'est une infection urinaire bénigne, donc le médecin vous dit bah, c'est bénin, il va vous prescrire des antibiotiques. Là, vous pouvez très bien tenter le jeûne. Au bout de 3-4 jours, ça devrait être parti. Hein, ça devrait être parti. Et vous pouvez rajouter de la busserole. Busserole, soit avec du Cantasis ou soit avec, comment dire, des gouttes aux essences. C'est-à-dire, faut aller chez le pharmacien, prendre des gouttes. Vous mettez 15 gouttes de gouttes aux essences dans la busserole et vous buvez ça plusieurs fois par jour. Et ça, c'est efficace sur les infections urinaires. D'accord, ok. Bon, ben merci Eric. Et merci Véronique pour ta question. Alors, Cathy qui nous dit merci pour ta réponse, Eric. Faire un jeûne sans douche rectale ou nettoyage de l'intestin peut-il être néfaste? Je ne le fais pas toujours et je me demande si ce n'est pas la cause de ma difficulté lors de la reprise alimentaire. Encore merci, Kat. Ben, en fait, c'est dommage de ne pas faire une douche rectale parce qu'on se prive en fait. On se prive de beaucoup de choses. Nos toxines doivent s'en aller par les intestins. Et quand on fait la douche rectale, on aide le corps à se détoxiner et on soulage le foie. Donc, c'est beaucoup plus facile en fait. Quand on fait la douche rectale, le jeûne va être beaucoup plus facile. D'ailleurs, la douche rectale, on peut même le faire en jeûne. Ça va aider le corps à se détoxiner, le foie à se détoxiner. Donc, c'est même une pratique que je recommande à toutes les personnes intoxinées à faire. Hein. On peut faire la douche rectale tous les jours tant qu'on est malade. Hein, quelqu'un qui a une hypertrophie de la prostate, il peut faire la douche rectale tous les jours. Quelqu'un qui a un fibrome utérin, il peut faire la douche rectale tous les jours. Juste son problème de santé s'améliore. Et après, tout doucement, il espace et puis il arrête. Donc, la douche rectale pendant le jeûne, pour moi, je ne veux pas dire obligatoire, mais elle va être une aide considérable. Une aide considérable. Alors, je ne pense pas que ça pose une difficulté pour la reprise, mais par contre, on jeûne au moins agréablement. Hein. Et pour la reprise, bah, je ne pense pas. Il faudrait avoir les symptômes, parce qu'il y a la constipation à la reprise. Mais à la reprise, ce qu'il faut, c'est surtout prendre beaucoup de jus. Il faut prendre beaucoup de liquide. Hein, donc, des bouillons ou des jus de légumes, ce genre de choses. Donc, du liquide à la reprise. Ouais. Ok, merci Eric et merci Cathy. Alors, Dani qui est de retour avec nous, qui nous dit certaines personnes disent qu'elles ne peuvent pas jeûner parce qu'elles ont le vertige et craignent une syncope si elles sautent un repas. Est-ce un mauvais signe de santé? Avez-vous des solutions ou des conseils pour elles? Et là, j'aimerais bien que Josette ou que Stéphane nous disent, eux, ce qu'ils ont vécu. Josette, est-ce que tu as des choses à dire sur les vertiges? Alors, vertige, on peut pas dire que j'ai fait des vertiges pendant ma semaine de jeûne. J'ai juste eu un massage avec l'argile et Avec Émilie ou Geneviève? c'était, je sais plus, Eric, tu te souviens? Ça doit être avec Christine. C'est Christine qui fait Christine, ça. voilà, Christine, c'est ça. Et j'ai fait un malaise vagal, mais en sortant du bain chaud. Mais rien de grave, rien de grave. Non, non, ça s'est très vite rétabli. Euh, le corps, il tourne beaucoup au ralenti hein, lors du jeûne. Donc, c'est normal qu'il y ait des baisses de, de tension ou de choses comme ça. Mais il n'y a rien de grave, faut surtout pas s'inquiéter. Puis en plus, on est super bien entouré. Nous, on avait Sophie, donc qui était avec nous, donc une infirmière, donc il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Ok, donc j'espère, je pense Donc, qu'on a répondu à une non, partie non, de la je question. vais compléter si tu veux. En fait, beaucoup de gens, justement, ont peur du jeûne à cause de ça. C'est-à-dire dans le jeûne, on va avoir des symptômes de maladie. On va avoir l'impression d'être malade. Donc, on va avoir de la fatigue,
fatigue ou de tension ou même baisse de vitalité. Et quand on se lève un peu trop vite, on va avoir la tête qui tourne. Ou si on a un bain trop chaud, donc c'est ce qui s'est passé pour Josette, s'il y a un écart de température, on peut aller jusqu'au malaise vagal. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. C'est vrai que ça fait peur. Ça fait peur même les médecins. Et donc les médecins vont dire d'arrêter le jeûne parce qu'ils vont associer ça à la maladie. Et ça n'a rien à voir. C'est juste voilà, un peu de faiblesse et c'est pas dangereux. C'est-à-dire il y a aucun danger à avoir un malaise vagal ou la tête qui tourne. C'est classique. En général, plus on jeûne, moins on a ça. Et c'est surtout au début du jeûne, normalement. Après, au bout de 4-5 jours de jeûne, normalement, ça se tombe. En même temps, on fait de plus en plus attention. C'est-à-dire, on sait qu'il ne faut pas avoir un écart de température trop fort ou comment dire, se lever trop vite. Mais on s'habitue à cet état. C'est un état un peu différent, quoi. On n'est pas comme d'habitude. Alors, il y en a qui vont même dire, au bout d'un moment, il y a comme un état d'ivresse, hein, c'est-à-dire plusieurs jeûneurs comparent un peu cet état différent à de l'ivresse. Hein, donc, ça peut apporter de la gaieté pour certains, d'autres de l'inquiétude, mais il n'y a pas à s'inquiéter en fait. Ce n'est pas dangereux. Ok, merci d'avoir complété pour la deuxième partie de la question. Alors, merci à toi aussi, Dani. Il y a Michia qui nous dit « Merci Emmanuel, votre témoignage me parle. Sans parler des mêmes symptômes, j'ai des problèmes d'anémie, prise de poids incontrôlée. J'avoue que malgré toutes les solutions que j'ai essayées pour retrouver un équilibre, jusqu'à présent, je n'ai pas réussi. » Voilà, c'était un commentaire. Je ne sais pas si Eric, tu veux ajouter quelque chose. Non, ben voilà, c'est ça, oui, c'est voilà non, je vois rien d'autre à ajouter. Ben voilà, merci Emmanuel de donner cet exemple pour permettre à d'autres personnes de se mettre sur la voie, d'une bonne hygiène alimentaire et de jeûner. Merci à toi Emmanuel et merci à Micha pour le commentaire. Et Jean-Pierre qui nous dit manger moins c'est mieux, ok. Merci. Mais pour une personne qui mange non par faim, mais par compensation et compulsion psychologique, c'est difficile. Pour aider quelqu'un, pour aider, quels sont les aliments ou modes alimentaires qui peuvent aider et sortir de l'addiction? Alors oui, c'est une question hyper intéressante hein, parce que c'est vraiment le problème des gens aujourd'hui. Alors il faut voir d'où vient l'addiction. Et là, je pense qu'un accompagnement est intéressant. Mais pour moi, mes constats d'aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes sont déconnectées d'eux-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire déconnectées d'eux-mêmes? Ils ne sont plus avec leur soi profond. Le soi profond, on parlait Jung, hein, Gustav Carl Jung, il parlait de ce soi profond, son être, sa partie divine. Beaucoup d'entre nous, on se formate avec l'éducation, on se formate avec le travail, on se formate avec l'environnement, et on est tellement dans ces scénarios de format qu'on n'est plus vraiment nous-mêmes. Et quand on n'est plus vraiment nous-mêmes, cette coupure fait que comment dire, on a des grosses frustrations. On a des grosses frustrations qu'on va compenser. Alors pour certains, ça va être la cigarette, pour l'alcool, pour d'autres, ça va être la nourriture. Mais c'est un vrai mal-être en fait. Hein. Donc pour moi, il faut sortir de ce mal-être et ça demande une vraie. En fait, il n'y a pas de sauveur, c'est toi le sauveur. C'est-à-dire, c'est vraiment soi-même qu'on doit. Alors après, on n'empêche pas qu'on peut trouver un coach, qu'on peut trouver quelqu'un pour nous accompagner, pour se reconnecter hein, au soi intérieur ou autre chose. Hein, parce que pour d'autres, ça va être le fait de manger, c'est des scénarios familiales qui ont été transférés, ou pour d'autres, c'est une façon de. Voilà, c'est des compensations. Hein, donc, c'est trouver l'origine et le travailler pour sortir de ça, mais c'est un vrai travail et c'est un travail un peu personnel. Je vois qu'aujourd'hui, si tu veux,
quand on regarde ce qu'on fait à nos enfants, un enfant c'est fait pour courir, c'est fait pour s'amuser, et on les oblige à être assis 10 heures par jour ou 8 heures par jour dans une classe. On se pose pas la question. Donc, si on arrive à faire ça à nos enfants, est-ce que nous, on peut se donner un coup de pied au cul, entre guillemets, et se dire, bon, voilà, j'ai un problème, est-ce que je peux me prendre en charge et chercher la solution, quoi, hein. Et donc, je ne dis pas que c'est facile, mais si on n'y arrive pas tout seul, c'est de se faire accompagner. Et là, encore une fois, je répéterai toujours la même chose, hein. Il y a plein de thérapeutes et de thérapies qui existent pour nous aider. Je dirais que beaucoup de gens y arrivent seuls avec le jeûne et le réglage alimentaire. Et quand on ne peut pas, il faut vraiment se faire aider avec un hypnothérapeute ou un coach ou l'EFT ou trouver une solution. Oui, alors l'EFT, c'est une méthode assez simple et assez puissante. Et si tu veux participer, je donne un atelier sur les différents cerveaux reptiliens, singulaires intérieurs et tout ça. Et en fait, l'esprit, il reconnaît facilement les vieux schémas et ça permet de reprogrammer en quelque sorte le cerveau. C'est comme une gomme qui enlève les vieux schémas. Et ça, si on le fait régulièrement, ou que ce soit, par exemple, l'amygdale, c'est une partie du cerveau une partie du cerveau qui est émotionnelle, qui est beaucoup plus rapide que le cerveau rationnel. Donc, les compulsions alimentaires, on n'a pas le temps de réfléchir puisque l'émotion, elle prend le dessus. Donc, c'est intéressant de traiter sur les différentes parties du cerveau. Donc, du coup, je donne un atelier prochainement. Donc, si tu as envie d'y participer, n'hésite pas, Jean-Pierre. Voilà. Je ne sais pas si Emmanuel a quelque chose à dire à ce sujet-là. Est-ce que tu aurais quelque chose, Emmanuel, à dire à ce sujet-là? T'as ton micro, Emmanuel. Oui, voilà, c'est ça. J'avais du mal à enlever le micro. Ah, Voilà. Pour pouvoir. Vous m'entendez? Oui. oui. Mhm. Ah, Oui. Concernant l'impact corps-esprit, c'est vraiment quelque chose de très profond. Et c'est important de pouvoir travailler les deux et permettre la déconnexion au niveau des deux. L'un sans l'autre, ça fonctionne pas. Alors, tu parlais tout à l'heure de l'hypnose, ça fait partie peut-être des moyens qui permettent en douceur de travailler, mais aussi tout ce qui est relaxation ou sophrologie permettent également de travailler en douceur un rééquilibrage corps-esprit de façon à ce que au niveau du rationnel, ça puisse lâcher aussi au niveau émotionnel et lâcher aussi au niveau physique, puisqu'en fait, toutes nos émotions s'inscrivent également dans une dimension très expérience de vie, que ce soit les nôtres ou celles d'héritage. Hein. Eric parlait d'héritage également de nos grands-parents, s'inscrivent après dans nos mécanismes un peu de défense de façon à nous protéger. Pour certains, ils peuvent être encore d'actualité dans nos vies, pour d'autres, ils sont absolument plus d'actualité, sauf qu'ils continuent à nous diriger. Donc, le travail de prise de conscience à plusieurs niveaux et se fait également au niveau cérébral, comme l'indique Gwen. Puisque sinon, les différentes zones corporelles qui s'inscrivent au niveau cérébral ne vont pas pouvoir lâcher en même temps, ainsi qu'au niveau émotionnel et au niveau rationnel. Je n'investis pas la dimension spirituelle, mais elle est effectivement à prendre en compte, puisque c'est encore une autre dimension et un autre étage. Bien évidemment, si on peut travailler le corps, l'émotion, le rationnel et le spirituel, on est dans un travail profond et en principe, on est dans une très bonne adéquation. Ouais. Je ne sais pas si je peux vous aider, mais merci. Ouais. ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Merci. Ce que je rajouterais par rapport à ça, c'est que il faut vraiment observer ça comme un cadeau. Hein, ça va peut-être surprendre la personne.
Et, la difficulté, en général, dès cette difficulté, il y a souvent un cadeau. Je ne sais pas si c'est le cas de Josette ou il y a souvent un cadeau derrière nos difficultés. Et le fait que la personne n'arrive pas à sortir de sa dépendance va tout couvrir des choses sur elle, va découvrir des choses sur la vie qui après pourraient lui être très utiles. Hein. Donc, on grandit de nos difficultés. Quand tout est facile, bah voilà, on n'apprend rien. Mais quand on a des difficultés et des choses qu'on veut absolument changer, eh bien, ça nous fait découvrir plein de choses. Pour certains, ça va leur découvrir la spiritualité. Pour d'autres, ça va faire découvrir un nouveau métier. Des fois, nos problèmes viennent tout simplement qu'on fait des choses qui nous correspondent pas du tout. Donc, ça nous oblige à aller au-delà, faire des recherches et peut-être métier pour certains. Et voilà, donc faut regarder ça en fait plus comme une opportunité. Ce problème de dépendance, c'est de se dire, ok, c'est une opportunité pour moi. Je sais que tant que j'ai cette dépendance, c'est qu'il y a quelque chose qui est passionné. Donc, je mets en place tout ce qui est possible. Et je demande d'ailleurs, hein, c'est-à-dire quand je dis je demande à ma partie divine, je demande quelle est la solution. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour changer, pour m'inspirer et d'être autant dépendant de l'alimentation. Et quand je dis je pose la question, je pose pas la question avec mon mental parce qu'on va avoir une réponse qui va pas être la bonne. Je pose la question et je dors dessus, ou je pose la question que les choses viennent à moi. Je ne suis pas en train de chercher la réponse avec mon mental. Je peux aller dans la nature, par exemple. Je vais dans la nature et je me dis voilà, j'ai un problème là. Quelle est la solution? Comment je peux sortir de ça? Ça demande à être motivé. Ça demande à vouloir vraiment s'en sortir. C'est-à-dire, ça demande est-ce que je veux jouir, souffrir? C'est-à-dire, est-ce que je jouis de ma souffrance? Je dis pas que c'est le cas ici, hein. Je veux jouir, guérir. C'est-à-dire, c'est ça. Hein. Est-ce que ma souffrance, entre guillemets, j'en rigole, je trouve ça sympa, je réalise ce qui se passe, ou est-ce que je la prends sérieusement? J'ai une vraie souffrance là et je veux en sortir. Et je mets tout ce qui est possible de mon côté pour en sortir. Ouais, tout à fait. C'est merveilleux ce que tu as dit et ce que Emmanuel nous a partagé. Et c'est vrai que de regarder aussi si on a un intérêt secondaire à rester comme ça, si on aime bien être dans la plainte ou se faire dorloter par quelqu'un, dire oh mon pauvre et tout. Donc des fois on a des intérêts secondaires à être malade ou addict ou des trucs. Donc c'est difficile à dire, mais c'est vrai, chacun son intérêt positif ou négatif. Peut-être aussi demander, comme dit Eric, à ses parties divines et faire une prière le matin et dormir dessus aussi le soir et accueillir cette addiction parce que plus elle sera rejetée, plus elle va se manifester, elle va crier encore plus fort. Donc ok, c'est pas cool pour toi, mais je crois que ton corps il a envie d'être entendu, peut-être l'accueillir. Donc c'est chouette tout ce qu'a dit Emmanuel et tout ce qu'a dit Eric parce que c'est tellement ça quoi. Et c'est de se dire j'ai la réponse. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne connais pas la réponse, mais elle existe. Elle existe. Donc je vais la trouver. Je vais trouver la solution. Oui, je demande Et même si je ne sais pas comment. Voilà. Et ça sera peut-être une solution unique. C'est pour ça qu'il n'y a pas de solution toute faite. Ça sera peut-être une solution qui ne sera appropriée que pour lui. C'est pour ça qu'il faut qu'il fasse toute une démarche. Ouais, on est tous uniques. Alors, merci beaucoup Eric et merci à toi Jean-Pierre. C'était une question très intéressante parce qu'on a tous répondu en même temps. Alors, on va prendre une dernière question parce qu'il est déjà l'heure. Martine, elle nous dit après mon premier jeûne de 3 jours, il m'a semblé que ma relation à l'alimentation avait changé. Je me jette nettement moins sur certaines choses, comme les aliments sucrés. Donc là, c'était un petit commentaire, mais c'est tellement ça, c'est tellement vrai. On a un rapport, on a une autre conscience. En fait, de jeûner, on est dans une autre conscience finalement. On se retrouve à la fin dans une plénitude pour certains.
Alors, merci Martine pour ton commentaire. Caroline qui nous dit « Bonsoir, quand nous sommes en mauvaise santé et épuisés, le fait de manger peu ne peut-il pas nous dénutrir? Merci. » Bah oui, c'est une très bonne question, mais c'est vraiment contre-intuitif. C'est-à-dire, on croit que la nourriture va nous faire du bien. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, hein. Les médecins, pour les gens sous chimio ou en cancer, vont le dire de manger plus, alors qu'on a observé, et ça, c'est pas moi, hein, c'est Walter Longo, qu'au contraire, manger moins va nous faire du bien. Alors, comment expliquer ça? C'est simplement, il faut comprendre le potentiel vital comme un budget vitalité à l'intérieur de nous. Et ce budget vitalité, il est dispatché entre le système digestif, les émonctoires, l'appareil locomoteur, voilà. Et le fait de manger moins, eh bien, on va avoir une meilleure vitalité, on va avoir plus de vitalisme. Alors, c'est contre-intuitif parce qu'on va croire qu'on va être mieux. Ben, on est fatigué. Quand on jeûne, on est en forme d'hibernation. Mais par contre, c'est le corps, lui, qui va avoir plus de vitalité. Donc, le corps va recevoir beaucoup plus de vitalité. Et notre système immunitaire va mieux marcher. Donc, quand on est malade, c'est ce qui compte, c'est le système immunitaire. Et on sait, et ça c'est démontré, c'est Walter Longo qui l'a démontré, c'est qu'au 3e jour de jeûne, donc ça fait 3 jours qu'on ne mange pas, notre système immunitaire est au top de ses performances. Pourquoi? C'est parce qu'il reçoit le maximum de vitalité. Et c'est pour ça que jeûner 3 jours pour quelconque maladie, ben, ça nous fait beaucoup de bien. Et aujourd'hui, on pense l'inverse. On va même forcer les enfants à manger. Alors, je dis pas que ça se passe, mais moi, j'espère pas forcer un enfant à manger parce qu'il est malade. Il faut faire l'inverse, en fait. Quand un enfant est malade, il n'a pas faim, il ne faut pas le forcer. Et dans la nature, un animal malade va arrêter de manger parce que c'est naturel. On n'a plus faim quand normalement on est malade. Donc, au contraire, oui, c'est contre-intuitif. Il faut se mettre un peu la tête à la tête. Alors, peut-être c'est ma connexion qui n'a pas bien fonctionné. Tu disais c'est contre-intuitif. Oui, Voilà. il faut se mettre un peu la tête à l'envers pour comprendre le phénomène. Ouais. D'accord. Mais écoute, merci beaucoup Eric pour cette réponse et Caroline à toi, merci aussi. Et merci à vous quatre, Merci, à merci vous Gwen. trois, à vous quatre. C'était chouette de vous avoir là pour un témoignage et puis finalement pour élever les consciences, pour penser ces troubles ou ces malaises et ces maladies, ou même juste pour s'élever, pour le plaisir de découvrir des nouvelles choses. Et alors pour ceux qui veulent contacter Eric ou se renseigner pour les stages qu'il propose, le site est dans l'article. Tu peux citer le site, c'est C'est jeûner pour sa santé. Donc Jeûner c'est pour Eric sa santé. Jeûner pour sa santé, ouais. En tout cas, merci de tout cœur de nous avoir suivis. C'était très sympa de passer ce moment ensemble et avec vous quatre aussi. Donc si tu as un mot de la fin, Eric, qu'est-ce que tu pourrais Ben nous voilà. dire à tous? Ben moi, je remercie du fond du cœur toi, Gwen, déjà de nous offrir cette opportunité. Josette, Emmanuel et Stéphane, je remercie aussi du fond du cœur de venir jeûner, de venir témoigner de leur expérience. Voilà, et j'espère qu'il y aura de plus en plus de monde qui vont oser jeûner, qui vont oser l'expérience et en aller, parce que pendant longtemps, le jeûne, c'était un peu comme on se cache pour jeûner. On n'en pas à sa famille, la personne, parce que ça fait peur, parce que c'est une secte, alors que c'est tout à fait naturel. Ça devrait être quelque chose de vraiment. Si toute la population, alors c'est tard, mais au moins si à 30% de la population française se mettait à jeûner, je vous assure qu'il y aurait une vraie différence sur la santé globale. Hein. Donc voilà, je souhaiterais qu'il y ait vraiment un mouvement qui se passe au niveau du jeûne et du changement alimentaire. Je pense que nous, les hommes, on visite les extrêmes. On a peut-être mangé d'alimentation avant la guerre, mais là, on est en suralimentation. Et nos problèmes de santé aujourd'hui, c'est ça, hein, c'est pas autre chose. C'est trop d'alimentation, trop de manger, trop d'alcool, trop de cigarettes. Et c'est ça qui vraiment est nos causes de santé. Donc c'est vrai qu'on fait beaucoup de recherches sur le cancer. Déjà, s'il y avait une bonne hygiène de vie, ben, on verrait une grande différence sur la santé de la plupart d'entre nous, quoi.
Donc, Mais merci merci à tous. beaucoup. Je vous retrouve bientôt. Je vais programmer une conférence sur le tri conscient avec Thomas. Donc ça sera peut-être en septembre. En attendant, pour le moment, de ce que je me souviens, il y a 2 ateliers, le rituel bon pour l'esprit et le FT que j'ai proposé sur les différents cerveaux. Donc c'est un petit peu global. Voilà, donc peut-être que j'oublie quelque chose dans le programme, mais à bientôt pour les prochaines conférences et merci de tout cœur de nous suivre. Je vous embrasse très fort et gros bisous à vous 4 aussi. Merci, merci Gwen. Merci, À bientôt. Merci, merci, à merci. bientôt.